Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Orphée Massamba, consultant en stratégie, et de nos éditorialistes Malika Chin, Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite dans l'actualité économique, il y a 3 ans, les autorités sénégalaises annonçaient le plan Sénégal émergent. L'heure est aujourd'hui à un premier bilan des réalisations, mais les résultats restent difficilement quantifiables. Reportage de notre correspondant El Adjaï. 3 729 milliards de francs CFA est le montant reçu des bailleurs pour le financement du plan Sénégal émergent en 2014. Le plan Sénégal émergent PSE est la stratégie de développement mise en place par le gouvernement du président Macky Sall. 7 secteurs porteurs de croissance ont été identifiés, dont les infrastructures, les services de transport et la filière agricole. Le bilan est une catastrophe à mon avis parce que le deuxième volet de la transformation économique, je crois que n'a même pas été entamé, et l'autosuffisance qui était au cœur de cette problématique aussi est loin d'être atteinte. Même constat chez les politiques. Après 3 ans, les Sénégalais sont toujours dans l'attente de cet essor économique. Parce que sur l'axe du PSE, le président a eu à parler de l'emploi des jeunes et il avait promis entre 100 000 et 150 000 emplois décents par an. Alors qu'au moment de l'élaboration du PSE, on parlait d'un taux de chômage de 10,2%. En 2016, ce taux de chômage est de 13,4%. Le bilan du PSE, par contre, est jugé positif du côté du gouvernement, puisque l'investissement de l'État du Sénégal dépendait en partie des capitaux extérieurs. Aujourd'hui, la nouvelle orientation de l'exécutif a permis d'accroître la part des financements domestiques dans les projets prioritaires et majeurs, et ce, grâce à la mise en œuvre du PSE en 2015. C'est le cas du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. Ce n'est pas fait pour les populations de Mars, c'est fait pour les populations du Sénégal à travers l'allègement des travaux des femmes, la modernisation de l'agriculture par la mise à disposition d'équipements agricoles, mais c'est également cette construction de routes de forage. Au vu des résultats enregistrés en 2015, les objectifs de croissance économique du plan Sénégal émergent pourraient être atteints avant 2018, date initialement prévue. En 2017, le Sénégal prévoit une croissance de 7%. Le PSE doit aussi l'aider à obtenir le statut de pays émergent à l'horizon 2035. Jean-Marie, pourquoi il est si difficile d'évaluer les effets du plan Sénégal émergent ? C'est difficile, pourquoi Fanny? Parce que quand on parle d'économie, les gens croient toujours que c'est quelque chose de simple. L'économie, si vous voulez avoir une croissance économique, ça ne se décrète pas, ça se construit. Je le répète tout le temps sur ce plateau, j'ai dit aux gens, nos chefs d'État postulent tous à l'émergence en Afrique. L'émergence, si vous voulez, en Afrique, l'émergence d'une économie, elle se construit, elle ne se décrète pas. Vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde. L'économie, c'est un domaine dans lequel les fluctuations comptent énormément. Vous pouvez avoir, je ne dirais pas que ces gens-là, quand j'entends des gens qui parlent dans le reportage, je ne dirais pas que les dirigeants, si vous voulez, sont de mauvaise foi. Nos économies africaines sont arrimées, si vous voulez, à l'économie mondiale. Dès l'instant que vous avez des fluctuations négatives au niveau de l'économie mondiale, ça se répercute automatiquement chez nous. Donc, quand je prends toujours cette parabole, si nous qui sommes africains, quand vous plantez, vous semez aujourd'hui, est-ce que vous récoltez demain? Vous ne récoltez pas demain. Je comprends bien les populations, c'est qu'à un certain niveau, comme le pouvoir d'achat, c'est-à-dire n'est pas là présent, mais pour que l'économie puisse produire des richesses qui permettent aux populations d'avoir un pouvoir d'achat, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est toute une stratégie de long terme. Ce sont des stratégies et des politiques de long terme qu'il s'agit de mettre en place là-dessus. Je comprends, si vous voulez, l'impatience des populations. Mais l'économie, ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire où vous claquez les doigts et vous avez les résultats tout de suite. Vous avez les fluctuations de l'économie internationale qui ont des répercussions énormes chez nous. Mais néanmoins, au niveau macroéconomique, moi j'ai lu, si vous voulez, dans certains journaux, aujourd'hui, le Sénégal se porte pas mal. Vous avez quelqu'un, l'ancien directeur général du FMI, qui est M. Strauss-Kahn, qui voudrait bien travailler avec M. Macky Sall en tant que tel. Donc ça voudrait dire quelque part qu'il n'a pas fait fausse route. Il faut maintenant construire le Sénégal. Le plan Sénégal émergent, ce n'est pas un plan qui doit durer sur 5 ans. Ce sont des choses qui vont sur le long terme. Construire nos économies qui sont pratiquement des économies agricoles, agraires, ainsi de suite. Les arrimer, si vous voulez, aux services internationaux et tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement, la plupart de nos États oublient la dimension dont je parle toujours sur ce plateau, c'est-à-dire pouvoir soutenir l'agriculture, parce que c'est le domaine dans lequel on a des gisements d'emplois énormes dans toutes nos économies.
Coupons la dépendance extérieure alimentaire des États africains, développons d'abord l'agriculture, ça va desserrer la contrainte de la balance extérieure, la balance commerciale, puisque la plupart de nos produits de nécessité, c'est-à-dire sont des produits importés, et ça a un coût énorme. Alors que si nous développons l'agriculture, au lieu, j'ai dit toujours que quand vous faites le delta que vous avez entre ce que vous avez en recettes d'exportation et ce que vous avez à sortir pour nourrir nos populations africaines, vous avez un gap qui est un gap négatif en tant que tel. Donc aujourd'hui, le Sénégal essaye d'avancer comme il peut avancer. Il faut construire des infrastructures et tout ce qui va avec le développement d'une économie en tant que telle. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce sont des stratégies de long terme. Malik, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le gouvernement juge son bilan, le bilan du plan Sénégal émergent positif, il a raison, sauf que les résultats vont prendre du temps avant d'être ressentis par la population? Je pense que vous soulignez un sujet qui est très important et qui vient d'être souligné par Jean-Marie, c'est le sujet de la temporalité et de l'immédiateté. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir des résultats immédiats et justement dans ces stratégies et dans le PSE, qui sont des stratégies à long terme, il est difficile d'avoir cette pédagogie envers la population et de leur dire que nous sommes sur la bonne voie parce qu'ils ne voient pas forcément tout de suite les retombées de cette croissance économique ou du moins de ces investissements. Il y a des critiques qui sont légitimes, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore certains OMD au Sénégal, même si le pays reste sur une tendance dynamique et qui pourrait s'accroître davantage, notamment si le secteur, par exemple, touristique revenait de plus belle, parce que le secteur touristique au Sénégal, par exemple, entre autres, a connu de très bonnes années et pourrait reconnaître d'autres belles années, une diversification encore plus large, une autosuffisance alimentaire qui doit venir et qui n'est pas encore une concrétisation réelle, mais qui peut arriver. Mais voilà, il y a justement un plan qui est mis en avant, un plan d'investissement. Effectivement, vous ne pouvez pas avoir les résultats tout de suite. Mais ce qu'il faudrait retenir davantage, c'est que le Sénégal fait partie d'un groupe régional très dynamique qui est la CEDEAO et qui pourrait davantage contribuer justement au développement du Sénégal. Alors il faudrait voir justement l'ajustement des politiques économiques de tous ces États-là pour permettre finalement de mettre en branle de véritables chantiers qui pourraient justement booster davantage ces croissances. Essayons d'avoir une politique centralisée au niveau de la CEDEAO qui pourrait lancer de grands chantiers. Ça se fait. Mais parfois, il y a des incohérences entre les États et qui ne pensent pas forcément régional et qui pensent souvent à l'échelle nationale. Et il faudrait davantage s'élargir sur ce terrain-là. Merci. Dans l'actualité également, nous partons pour le Nigeria où la fondation Onome Akinlolu Majaro s'efforce de lutter contre les discriminations à l'égard des albinos. 2 millions de personnes dans le pays seraient concernées par l'albinisme. La fondation leur vient en aide, notamment pour trouver du travail. Oumou Kassoumba et Ibrahim Adjoumaba. Le taux de prévalence de l'albinisme au Nigeria est l'un des plus élevés au monde. Les personnes vivant avec l'albinisme sont estimées à 2 millions, dont les 40% sont des enfants. Les albinos sont souvent victimes de harcèlement et de stigmatisation. La fondation Onome Akinlolu Majaro sise à Lagos met au profit des albinos des sessions de formation en boulangerie, menuiserie ou encore bijouterie afin de les intégrer dans le circuit professionnel. A woman that reached out to me and was like that, please can you help me tell my husband? J'ai rencontré une femme qui m'a contactée et qui m'a demandé de l'aider à dire à son mari que son problème était génétique parce qu'elle venait de donner naissance à un albinos. Ils sont allés rencontrer leurs beaux-parents pour qui, bien sûr, il s'agit d'une malédiction. J'ai rencontré des garçons, des gens qui ne pouvaient pas prendre soin de leur peau, des gens dont les parents n'étaient pas fiers d'eux. Cela m'a vraiment choquée. Je me sens donc investie d'une mission d'expliquer l'albinisme aux Nigériens. Fréquemment privés d'emploi, les albinos se retrouvent le plus souvent sans revenu et vivent dans la pauvreté. Boussola Majaro est bénévole au programme de l'AOM. Elle enseigne aux étudiants les techniques de pâtisserie. La raison pour laquelle j'ai décidé d'aider les albinos est de montrer aux gens qu'il n'y a rien de mal à vivre à côté de ces personnes. Ça ne me dérange pas d'aider ou de sensibiliser. J'invite ceux qui sont encore réticents à se joindre à nous pour aider les albinos à s'insérer dans la société. L'albinisme est une maladie héréditaire caractérisée par l'absence du pigment appelé mélanine dans les cheveux, la peau et les yeux. Il expose ceux qui en sont atteints à plusieurs maladies dont la plus fréquente est le cancer de la peau. Malik, comment expliquer que la situation des albinos dans plusieurs pays africains, et là on le voit au Nigeria, ne s'améliore que très peu ?
C'est dû justement à ce que j'appelle souvent la calcification des esprits. Ces esprits fermés qui ont du mal justement à accepter la différence. Ce n'est pas le cas que pour le Nigeria, c'est le cas dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne et dans l'Afrique généralement, de tous les pays africains. Il faudrait avoir un contexte juridique qui soit beaucoup plus sévère face aux actes qui sont commis contre les albinos, parce qu'au-delà de l'intégration à l'emploi, qui est déjà une thématique assez difficile pour eux, et ces personnes qui ont du mal justement à s'intégrer dans le marché de l'emploi, il y a, il faut le dire, des actes malheureusement terribles qui se passent à leur encontre, qui se déroulent à leur encontre, et il faudrait que l'État soit plus ferme. Et malheureusement, l'État a du mal justement à imposer son autorité dans certaines régions où des croyances populaires font qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont autorisées à commettre l'irréparable. Il faudrait avoir beaucoup plus de fermeté sur... Il faudrait légiférer ? Bien sûr. Alors, légiférer, bien évidemment, l'albinisme est un cas particulier parce qu'il y a véritablement des actes qui sont proférés parce que ces personnes-là sont albinos. Mais quand on fait un acte contre un albinos, on fait un acte contre un être humain. Donc la sévérité doit être la même que lorsqu'il y a un crime qui est commis envers une autre personne qui ne souffre pas forcément d'albinisme. C'est ce qui fait défaut sur le continent. Il faudrait davantage légiférer. Il y a beaucoup de processus qui sont en cours dans certains pays africains. Je pense notamment aux pays d'Afrique australe où il y a eu des cas de ce type-là et qu'il y a eu, des États qui ont légiféré sur cette question. Mais alors, il y a plusieurs associations d'aide, on l'a vu dans le sujet, qui existent. Mais est-ce que ce ne serait pas aux États de lancer des campagnes de sensibilisation, finalement, pour toucher le plus grand nombre ? Bien sûr, et ça se passe... Oui, Jean-Marie ? Oui, je voulais dire que, si vous voulez, il y a Mandela qui a toujours dit une chose en s'adressant aux Africains, c'est que pour que l'Afrique puisse progresser, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. L'ignorance, si vous voulez, la chose la plus vile dans ce monde, de mon point de vue. Tout simplement pourquoi ? Parce que, comme Malik vient de le dire, voilà, les gens qui se reposent sur les traditions, les croyances, parce que dans nos sociétés traditionnelles africaines, avoir un albinos, c'est-à-dire, bon, on va considérer que c'est un sorcier, on va considérer que c'est quelqu'un qui va apporter de la malchance aux autres. Alors que c'est un phénomène tout à fait naturel, c'est un gène, si vous voulez, qui a subi durant, si vous voulez, sa maturation dans le ventre de la mère, une insuffisance quelconque en chemin. Et à partir de là, nous restons toujours dans nos traditions. On va vous dire que ce sont des sorciers, ce sont des gens qui apportent la malchance, et on voue à la vindicte populaire. Donc il faut éduquer les gens, faire comprendre aux gens que être albinos, si vous voulez, c'est quelque chose de tout à fait naturel, et je pense qu'on pourra résoudre ce problème-là rien que par là, l'éducation. Même si on légifère, c'est pas sûr que ça donnerait des résultats. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. À Madagascar, le salaire minimum a été revalorisé. Le gouvernement a adopté mardi 28 février un décret en ce sens. Une hausse de 8% sera appliquée sur le salaire minimum dans les entreprises privées de 43 €. Le SMIC passera à 47 €. Une augmentation censée permettre aux travailleurs les moins rémunérés de rattraper la hausse des prix. Jean-Marie, cette hausse de 8%, est-ce qu'elle permet vraiment de compenser la hausse des prix ? Vous ne pouvez pas compenser intégralement la hausse des prix chez nous en Afrique, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà que le niveau du pouvoir d'achat est tellement bas. Là, vous parlez de quoi, Fanny ? On parle de 45 €. C'est le SMIC chez nous en Afrique et tout. Il y a quelques jours, là, j'étais en train de lire, si vous voulez, des documents sur les SMIC en Afrique, où vous avez le Maroc qui est en tête avec environ un SMIC à 150 000 francs CFA. Et vous avez des pays, si vous voulez, qui sont en queue du peloton avec 30 000 francs CFA. Cette revalorisation-là permet déjà, comment dirais-je, aux États de pouvoir donner un supplément de pouvoir d'achat. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant quand on voit le niveau de vie de nos populations africaines. Ce n'est pas quelque chose. Et ce sont des gens qui vivent en ville. On vous donne 45 000 francs CFA pour pouvoir nourrir votre famille, payer le loyer et tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas tout le temps évident. Ça peut être, si vous voulez, quelque chose de pertinent dans la mesure où il y a une corrélation entre le pouvoir d'achat et les besoins, si vous voulez, de la population en tant que telle. Malheureusement, ce n'est jamais le cas. En Afrique, je ne vois pas dans quel pays est-ce que vous pouvez vivre avec 30-40 000 francs CFA. Ça, c'est uniquement de la survie. Donc, il va falloir maintenant que nos économies puissent produire suffisamment de croissance pour essayer d'augmenter ce pouvoir d'achat en tant que tel. Malik, rapidement, quand on sait qu'au Madagascar, 9 emplois sur 10 sont dans le secteur informel, finalement, cette mesure ne touche pas grand monde. Elle ne touche pas grand monde, et je dirais même que c'est bien
bien justement de rehausser les salaires les plus bas, mais il faut aussi penser à cette classe moyenne qui parfois se situe entre les deux, c'est-à-dire qui ne peuvent pas bénéficier de cette augmentation et qui malheureusement ont du mal à boucler leur fin de mois. C'est un peu une problématique qui se généralise dans beaucoup de pays, mais on ne pense pas souvent à cette classe moyenne. Mais vous le savez, on ne peut pas décréter comme ça une augmentation sans concertation avec les entreprises. Alors oui, c'est bien d'apporter du pouvoir d'achat à une population, même un petit peu, mais c'est la problématique de est-ce que ces entreprises sont capables justement d'assurer ces salaires-là. Et ce que je crains, c'est que cette augmentation mène parfois à des licenciements parce que certaines entreprises n'ont pas les ressources nécessaires pour assurer ces salaires-là. Ce qu'il faudrait, bien évidemment, c'est plus général, c'est la relance économique et Madagascar a des atouts pour cela. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, on retrouve le 5e et dernier volet de cette semaine consacré au transfert d'argent. On fait Massamba, merci d'avoir été avec nous. Malik, merci également d'avoir été là. Un plaisir, Fanny, un plaisir d'avoir retrouvé notamment aussi Jean-Marie. Et Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny, bonne soirée, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.